Moi, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence également. Et on m'a donné en fait la charge un peu en tant qu'introduction aux orateurs suivants de revoir les différents aspects d'une vie saine en 10 minutes. C'est évidemment très facile parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste et dont on pourrait parler pendant des heures, pendant des journées. Et donc, je vais essayer de me concentrer sur certains éléments qui me semblent le plus important. Et en fait, en préparant ma présentation, je me suis rendu compte que finalement, nous savons tous ce qu'il faut faire. Et si vous regardez une des affiches, par exemple, préparée par l'OMS, il n'y a vraiment rien de nouveau sur cette affiche, rien que vous ne savez pas déjà. Si vous regardez, je ne sais pas si le pointeur marche, vous regardez en haut, le premier, c'est manger sainement. Deuxièmement, c'est bouger régulièrement, être bien vacciné, puis ne pas consommer du tabac, modérer plutôt votre consommation d'alcool, etc. Rien de nouveau en fait. Le problème avec tout ça, c'est que nous le savons bien. Le problème, c'est que nous ne le faisons pas. Ou nous le faisons, soyons un peu moins pessimistes, nous le faisons partiellement. Alors pourquoi nous le faisons partiellement et quelles seraient les solutions à envisager, à encourager les gens en fait à suivre ces recommandations? On parle toujours du fameux make the healthy choice the easy choice, donc favoriser le choix qui est le plus sain. Ceci, évidemment, est tout à fait juste et tout à fait important, et ça se réfère à certains aspects comme l'accès. Je donne un exemple, si vous voulez vite manger quelque chose sur le temps de midi, vous allez voir que l'accès à la nourriture saine est beaucoup plus difficile d'une certaine façon que l'accès à la nourriture moins saine. Vous trouvez beaucoup plus de boulangeries ou de fast-food que vous trouvez des magasins qui vous vendent des produits sains. Il y a un élément coût. Les aliments sains, par exemple, sont souvent un peu plus chers que tout ce qui est fast-food. Et puis, il y a souvent aussi un élément temps. Par exemple, pour le volet sport. Faire du sport, ça prend du temps. Cuisiner soi-même au lieu d'utiliser des plats préparés qui sont peut-être un peu moins bons pour la santé, prend du temps. Et la question est, est-ce que nous avons ce temps? Puis évidemment, il y a un certain nombre d'autres approches qui sont importantes, par exemple donner des messages positifs et avoir toute une communication autour des choix sains, plutôt que de menacer les gens de tous les problèmes qu'ils peuvent avoir en optant pour des choix moins sains. Il y a le volet motivation. Le healthy choice, le easy choice n'est pas suffisant parce que quand vous regardez les comportements des gens, vous voyez souvent des easy choice qui ne sont pas suivis. Donc il faut un volet motivation, il faut des incitatifs. Et puis il faut surtout commencer très tôt dans la vie à prendre des bonnes habitudes parce que changer des habitudes, c'est toujours plus difficile que de commencer avec des bonnes habitudes dès le début. Il y a un côté favorable, positif, c'est que pas mal de facteurs de risque qui sont très importants sont en fait communs à beaucoup de pathologies ou à des pathologies qui sont d'une importance primordiale pour le Luxembourg. Si vous prenez les deux premières causes de mortalité, les maladies cardiovasculaires et le cancer, vous avez énormément de facteurs de risque communs. Le tabac, l'alimentation, la sédentarité, et puis certains facteurs environnementaux. Donc c'est en fait le même combat et largement tout euro investi via le plan cancer dans la prévention du cancer va bénéficier aussi à la réduction des maladies cardiovasculaires. Je vais brièvement parler sur ces 4 facteurs de risque que je viens d'énoncer. Premièrement, le tabac. Il faut être honnête, le Luxembourg n'était pas toujours un élève modèle dans ce domaine, en tout cas jusque maintenant. Et ça ne contredit pas les statistiques que John a montrées. On a effectivement un taux de tabagisme assez faible comparé à d'autres pays, 20%. C'est évidemment trop, mais c'est beaucoup plus faible que d'autres pays. Par contre, dans toutes les mesures de prévention qui ont été mises en place, on a un certain
retard, mais ça, c'est en train de changer. Il y a un facteur qui est inquiétant pour le tabac, c'est l'augmentation du tabagisme chez les jeunes. Et on se pose la question si ce n'est pas lié au phénomène de la chicha. La chicha, en fait, et on a des statistiques en tout cas partielles sur son utilisation au Luxembourg, est fortement utilisée par les jeunes, alors que c'est un mode de consommation du tabac qui expose à une concentration de nicotine très élevée. Et donc, ça vous rend dépendant du tabac très rapidement. Donc, il y a certainement quelque chose à faire dans ce sens-là. Point de vue législatif, John a parlé de différentes directives. Il y a une directive européenne sur le tabac qui va être transcrit en droit national encore avant l'été 2017. C'est la bonne nouvelle. On a plus ou moins passé toutes les étapes législatives, ce qui nous permet de mettre en place un certain nombre de modifications. Une des modifications qui viendra, c'est la cigarette électronique, qui est en fait peu utilisée au Luxembourg comparé à d'autres pays. On va utiliser les mêmes règles pour la cigarette électronique que pour la cigarette traditionnelle. On dit parfois on va défendre la cigarette électronique, ce n'est pas du tout vrai, mais on va imposer les mêmes contraintes que pour la cigarette traditionnelle. Et puis, je tiens à féliciter en fait la commission parlementaire et le Conseil d'État qui sont allés au-delà de la proposition de la loi, du projet de loi qu'on a déposé, parce qu'ils ont choisi de mettre des contraintes supplémentaires, notamment en ce qui concerne une défense de fumée dans une voiture, même une voiture privée, s'il y a un enfant qui est présent, défense de fumée sur les aires de jeu et défense de fumée sur les sites sportifs s'il y a présence d'enfants ou d'adolescents. Je pense que c'est des symboles très importants. L'alimentation est certainement un facteur de risque qui est largement sous-estimé. Il y a peu de gens qui se rendent compte de l'importance de l'alimentation dans la prévention de la santé. Et je fais que référer à une récente étude qui est sortie maintenant en mars 2017, une étude américaine, qui montre très clairement, une très grande étude, qui montre très clairement qu'en fait, la mortalité cardiovasculaire s'explique à 50% par 10 facteurs alimentaires, ils sont listés. C'est soit l'absence de certains facteurs comme ne pas manger assez de fruits, de légumes, etc., soit la consommation exagérée de certains facteurs comme la viande rouge, les viandes transformées, etc. Donc, on a un potentiel de prévention qui est certainement énorme de ce côté-là. Maintenant, la question est quel est le régime alimentaire parfait ? Il y a les fameux 5 portions de fruits et de légumes que vous connaissez tous parce qu'il y a des spots télé, notamment à la télé française, régulièrement. Je sais que l'OMS est en train de réfléchir et en disant c'est en fait pas 5 portions, mais c'est plutôt 10 portions si on veut avoir le bénéfice optimum de cette mesure. Et puis je me suis toujours demandé c'est quoi une portion? C'est un morceau de pomme, c'est une pomme entière, c'est un melon, c'est encore plus. Donc c'est pas clair. Mais j'ai trouvé quelqu'un de très intelligent qui m'a dit que c'est 80 grammes. Donc, vous pouvez faire le calcul, si vous devez manger 10 portions de fruits et de légumes, c'est 800 grammes de fruits et de légumes. J'ai essayé à midi de le faire. C'est quand même pas facile et on s'oriente là clairement vers un régime qui est largement végétarien. Je ne suis pas végétarien, mais ça va quand même dans ce sens-là, avec un peu de viande blanche et un peu de poisson idéalement. Donc, pas facile à faire nécessairement. Point de vue efforts nationaux en matière d'alimentation, je dois signaler évidemment l'effort ou le programme qu'on a fait depuis 10 ans qui s'appelle GIMP, Gezond Essen met Bewegen. Et je dois dire aussi ou annoncer aussi qu'on est en train d'élaborer un nouveau projet pour les 10 ans à venir. C'est un programme très important qui doit absolument continuer. Et une des caractéristiques de ce programme, c'est que c'est la collaboration entre de multiples acteurs. D'un côté, au niveau des ministères, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé, c'est aussi le ministère des Sports, Éducation, Famille.
Et puis au niveau des acteurs du terrain, c'est les écoles, c'est les maisons relais, c'est les maisons de jeunes, les crèches, les internats, les communes, l'agriculture. Il y a le programme Fruit for School, ou Fruit at School, et la Schaulmilch dont on a parlé indirectement déjà dans John Ryan. Les acteurs du terrain, évidemment impliqués dans ce genre de programme, c'est la médecine scolaire et c'est surtout tous les agents de la Ligue médico-sociale qui vont sur le terrain, qui travaillent avec les gens. Et le but, c'est d'établir des recommandations nationales, de développer du matériel pédagogique qu'on peut partager, de faire des formations très importantes. Il faut former les gens qui sont en contact avec les enfants et puis, évidemment, en utilisant des méthodes et des outils communs. On a évoqué tout à l'heure déjà brièvement la reformulation des aliments et on a déjà mentionné que le Luxembourg est un petit pays qui est entouré d'autres pays européens et que beaucoup de choses sont évidemment importées, ce que vous achetez dans votre supermarché. Ça a des avantages parce qu'on n'a pas la maîtrise et le contrôle des produits nécessairement, mais ça a aussi des avantages parce qu'on bénéficie indirectement si nos pays voisins mettent en place des programmes de reformulation. Il y a certainement des opportunités nationales à prendre. Et puis, on a aussi déjà mentionné dans la politique européenne les 3 facteurs qu'on cible actuellement, donc les graisses, et on a beaucoup parlé dans le passé, sur les 20 dernières années des graisses. On parle maintenant de plus en plus des sucres qui sont évidemment liés à l'obésité, au risque de diabète, et qui sont un facteur de risque certainement négligé pendant longtemps et même caché d'une certaine façon pendant longtemps. Et on est en train, comme d'autres pays, de réfléchir sur une mise en place d'une taxe sur les produits sucrés. Il y a environ un tiers des pays européens qui a déjà une taxe sur les produits sucrés. Il y a un tiers qui est en train de la mettre en place. Il y a un tiers restant qui, comme nous, est en train de le préparer d'une certaine façon. Et puis l'autre facteur, c'est le sel. Le sel est évidemment responsable de l'hypertension artérielle et il se trouve surtout dans les aliments transformés. Et je pense là aussi, on a quelques opportunités au niveau national. On est quand même un des pays en Europe où le pain est le plus salé. Donc il y a un effort à faire de ce côté-là. La charcuterie typiquement contient beaucoup de sel et puis tous les plats préparés que vous achetez, que vous mettez dans votre micro-ondes pour réchauffer, en général sont bien salés. Je reviens sur le sucre un instant. Il faut faire attention, le sucre n'est pas seulement là où vous le suspectez. Évidemment, tout le monde sait que dans le Coca-Cola, il y a plein de sucre et qu'il ne faut pas boire ce genre de boissons, mais si vous regardez en fait les chiffres pour, par exemple, le jus de fruits, ils sont tout à fait comparables et pour certains même au-delà de tout ce qui est soda, Pepsi, etc. Donc, il ne faut pas dire à vos enfants nécessairement ne bois plus de coca, bois maintenant un bon jus d'orange. Ça peut parfois être contre-productif. Un mot sur le sel, pour vous rappeler une étude qui a été faite il y a 2 ans, je pense, et qui vient d'être publiée l'année passée, une étude ici au Luxembourg qui montre qu'un tiers des adultes présentent une hypertension artérielle et au-delà de 50 ans, en fait, c'est 50% des adultes qui présentent une hypertension artérielle et seulement 50% de ces gens sont traités suffisamment, soit parce qu'ils ne sont pas diagnostiqués, donc ils ne savent simplement pas qu'ils souffrent d'une hypertension artérielle, soit parce qu'ils sont insuffisamment traités. Si vous faites le calcul, ça fait 70 à 80 000 personnes qui sont en danger ici à Luxembourg, simplement à cause de ce problème d'hypertension. Sédentarité, activité physique, un bref commentaire, parce que nous avons un expert qui va parler de l'activité physique après. Il y a la fameuse recommandation de l'OMS qui dit qu'il faut faire 2h30 d'activité modérée par semaine, soit plus ou moins la moitié si on fait une activité intense.
Là aussi, il y a maintenant des discussions en cours qu'il faudrait, en fait, pour un bénéfice optimal, faire le double. Donc, ça fait 5 heures par semaine. Et si je fais le calcul, ça fait plus ou moins 45 minutes de jogging par jour. Si je prends la préparation et la douche après, ça me fait une perte de temps, entre guillemets, d'1 heure et demie facilement. Et donc, je pense pour le Easy Choice, là, il y a une contrainte de temps, très clairement. Quand est-ce que je vais faire cet effort physique? Et il faut avoir des réflexions pour intégrer, par exemple, l'activité physique au lieu de travail, faciliter, par exemple, mettre des douches, etc. Ou bien favoriser très clairement la mobilité douce, parce que si vous allez au travail en vélo le matin et le soir, vous avez fait une partie de votre activité physique. Dernier facteur qui me tient à cœur et qui est un sujet très en vogue pour l'instant, c'est l'aspect environnement, et on parle maintenant de plus en plus de urban health, donc la santé urbaine. Et je pense que c'est un facteur très important, surtout dans un pays où on construit beaucoup. On a plusieurs nouveaux quartiers. Il y a le quartier Belleval où nous sommes actuellement, et je vous laisse juger si tout a été fait pour favoriser la santé. En tout cas, quand je vois les escaladeurs dans le bâtiment de l'université, au lieu d'escaliers pour encourager les gens à monter à pied, je pense que ce n'est pas optimal. On a un quartier en ville qui est en train de construction à Gasperich, où il y a 6 000 gens qui doivent habiter. Il y aura 60 000 gens qui vont y travailler tous les jours, donc beaucoup de gens. Et on sait que tout cet environnement influence nos choix de santé. Et il y a de multiples facteurs qui sont en fait en cause et qu'on peut discuter. Il y a la mobilité en général et surtout l'immobilité. Il y a maintenant les premières études cliniques qui sortent qui montrent qu'en fait, le fait d'être dans un bouchon matin et soir est corrélé avec la mortalité que vous avez. Donc plus vous êtes dans les bouchons, plus vous avez un risque de mourir. Et c'est pas le fait d'être assis pendant 1 heure dans votre voiture, c'est le fait simplement du temps que vous perdez. Vous perdez, par exemple, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas, par exemple, cuisiner sainement et vous avez du temps perdu aussi pour faire du sport. Donc, vous rentrez le soir, vous êtes épuisé, vous avez vos enfants qui crient parce qu'ils ont faim, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une barquette tout préparée du congélateur, vous la mettez dans la micro-ondes et vous êtes de toute façon trop épuisé pour faire du sport. Donc c'est ça qui fait que la mortalité en fait augmente. Et puis il y a des aspects dans l'environnement qui sont très importants, par exemple pour la santé mentale, tout ce qu'on appelle maintenant green health, blue health, donc les surfaces vertes dans la ville ou les surfaces bleues, donc l'eau dans la ville, qui a une influence sur la santé mentale très importante. Et puis un autre facteur qui doit être discuté, qui n'est pas discuté beaucoup pour l'instant, c'est la pollution. Il y a une estimation de l'Agence de santé publique en France qui dit qu'il y a 48 000 décès précoces ou prématurés dus à la pollution par an. 48 000 par an en France. La France n'est pas loin, c'est juste à côté. Et si on fait le calcul pour le Luxembourg, ce serait 380 décès prématurés au Luxembourg. Je ne sais pas si on peut extrapoler ces chiffres de cette façon, mais ça donne quand même à réfléchir, surtout si on compare ça avec d'autres facteurs qui sont fort discutés, comme la mortalité dans les accidents de circulation. On a 32 morts par an dans la circulation, on aurait 380 morts dus à la pollution. Donc c'est des chiffres à creuser en tout cas. Et puis, il y a d'autres aspects, par exemple, des études très intéressantes, lumière dans la ville, la façon de mettre l'éclairage public influence sur la santé mentale, et ça se voit très bien sur des patients fragiles, comme les gens en phase de démence ou en pré-démence. Il y a beaucoup plus de désorientation chez les patients ou chez les personnes selon certains critères de luminosité. Et puis, inégalité sociale, John en a discuté en long et en large. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans le volet environnemental.
Ma conclusion de tout ça, c'est qu'effectivement, il faut une health in all policies. Un ministère de la Santé, une direction de la santé ne peut pas gérer tous ces sujets tout seul. Il faut la collaboration entre les ministères et il faut qu'on se pose la question quelle santé voulons-nous pour les années à venir? Et je pense que ça doit se refléter dans le plan national de santé qu'on doit élaborer. Et puis, il faut incorporer cette réflexion dans toutes les réflexions qui sont en cours et qui sont nécessaires et qui sont très utiles sur l'avenir du pays. On parle de l'étude Rifkin, mais on ne parle pas de santé dans l'étude Rifkin. On parle d'une population de plus d'1 million au Luxembourg, mais on ne parle pas nécessairement des aspects santé. Merci pour votre attention.